trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 21. 17 mai 2018. Le général Shapiro avait convoqué au Pentagone le responsable de l'expérience Dune à Fermilab, Patrick Balder, pour lui expliquer sa problématique en essayant de ne pas trop en dire. Il voulait mettre sur pied un véritable programme de recherche et développement sur la détection des antineutrinos de réacteurs appliqués au cas des sous-marins, en utilisant non pas la technique de l'effet Cherenkov dans l'eau, chère à Conway, et qui avait donné les résultats qu'on savait, mais celle du scintillateur liquide dopé au gadolinium, comme dans les détecteurs de l'expérience chinoise de Daya Bay. Il paraissait évident que les physiciens de Fermilab devaient bien connaître cette expérience. Shapiro avait surtout voulu éviter de s'adresser directement à des chercheurs qui étaient directement impliqués dans l'expérience Daya Bay, car ils étaient de nombreux physiciens américains à avoir participé à cette expérience, ou à encore y participer, que ce soit à Berkeley, à l'Université de Californie, à Princeton, à l'Université de Cincinnati, ou aux laboratoires nationaux de Brookhaven et de Livermore. Shapiro voulait à tout prix cloisonner. Il ne fallait pas que l'intérêt du Pentagone pour ce type de détection vienne aux oreilles des Chinois. Les chercheurs américains impliqués dans Daya Bay se retrouvaient donc exclus par Shapiro malgré leur connaissance parfaite des détecteurs en question. La discrétion avait un prix. Patrick Balder avait répondu présent, mais était venu sans grande motivation. Il ne désirait pas impliquer ses équipes dans un projet à vocation militaire. Sa raison d'être était la recherche fondamentale sur les neutrinos et rien d'autre. Mais il acceptait néanmoins de donner des informations scientifiques concernant la détection des antineutrinos à des militaires sans penser à ce qu'ils voulaient ou pouvaient en faire. Bon, effectivement, le meilleur moyen qui existe aujourd'hui pour détecter les antineutrinos qui sont produits par les réacteurs nucléaires, des antineutrinos de faible énergie, globalement, c'est ce qui a été mis en place à Daya Bay, des cuves de scintillateurs organiques liquides dopés au gadolinium, dit Balder. Shapiro connaissait les propriétés du gadolinium. Cet élément absorbait extrêmement bien les neutrons et était pour cela utilisé comme un poison neutronique consommable dans les réacteurs des sous-marins. Là aussi, il était utilisé pour absorber les neutrons, mais c'était ceux qui étaient produits par les antineutrinos quand ils interagissaient avec un proton d'une des molécules formant le liquide scintillateur, de l'alkylbenzène. La cuve de scintillateur, pour être la plus efficace possible, doit être entièrement recouverte de photomultiplicateurs sur toute sa surface interne. Et ces photomultiplicateurs doivent être le plus sensibles possible. Ils doivent pouvoir détecter un photon unique, avait poursuivi le physicien. Et si je veux miniaturiser mon détecteur, demanda Shapiro, quelles sont mes solutions? Les antineutrinos doivent interagir avec le liquide, et comme la section efficace de l'interaction est très faible, comme vous le savez, si vous réduisez le volume, vous devez contrebalancer en augmentant la pression, tout simplement. Oui, mais les photomultiplicateurs sont à l'intérieur de la paroi, donc ils doivent résister à la pression? Oui, à moins que vous ne trouviez une idée pour garder les détecteurs de lumière en dehors des parois translucides et résistantes à la pression. Et c'est faisable une telle cuve de scintillateurs instrumentée sous haute pression? Voire très haute pression? Probablement, si on y met le prix, répondit Balder. Intéressant. Et le gadolinium, il faudrait en mettre combien? Demanda Shapiro. Oh bah le plus il y aura de gadolinium, le mieux ce sera pour détecter les antineutrinos, parce que ça permet d'obtenir un signal très caractéristique. Un double flash de rayons gamma secondaires qui n'existe pas dans d'autres sources de bruit de fond. Ce sont les Chinois qui dominent le marché du gadolinium, comme de nombreuses autres terres rares. Ah oui, ce qui explique peut-être pourquoi ils en ont utilisé autant dans les détecteurs de Daya Bay. Et si on voulait le remplacer par un autre absorbant neutronique?
Franchement, le gadolinium est de loin le meilleur élément pour faire ce type de détecteur à antineutrinos. En termes de section efficace, au-delà du gadolinium 157, il n'y a que le xénon 135, 10 fois plus élevé. Mais c'est un gaz, ce qui rend son utilisation impossible dans un liquide. Et vraiment rien d'autre ? Demanda le général. Balder réfléchit un instant, puis reprit la parole. Eh bien, il y a eu un papier récemment, un papier dans Nature, il y a quelques mois. C'est une équipe du laboratoire national Lawrence Livermore, je crois. Ils ont trouvé par hasard un isotope avec une section efficace de capture, mais complètement inattendue et gigantesque. C'est le zirconium 88. Ils ont mesuré une valeur de 860 000 barnes, alors que le modèle théorique prédisait 10 barnes. En gros, c'est 3 fois et demi plus que le gadolinium 157. On peut dire que le meilleur neutrophage par capture radiative, c'est le zirconium 88. Et on pourrait l'utiliser à la place du gadolinium ? En fait, non. Sourit Balder. Non, parce que le zirconium 88 n'est pas un isotope stable. Il est radioactif. Et il faut le fabriquer. Non, rien ne vaut un bon vieux gadolinium 157, qui a une abondance de 15% dans le gadolinium naturel. Mais d'origine chinoise. Certes. Il ne faut pas oublier non plus que cette détection discriminante des antineutrinos est exclusivement fondée sur la détection des neutrons secondaires qui accompagnent les positrons, via les photons gamma de capture radiative qu'ils induisent. Or, des neutrons, et même des photons gamma, il peut y en avoir un peu partout autour de votre détecteur, notamment provenant du rayonnement cosmique. Il faut donc que celui-ci soit correctement blindé contre les bruits de fond. Les neutrons et les photons venant de l'extérieur. Et des neutrons de toutes les énergies, parce qu'ils peuvent se thermaliser à l'intérieur du scintillateur, bien sûr. Surtout s'il est pressurisé. Ce n'est pas aussi simple que cela paraît. Pour les neutrons rapides, il faut du polyéthylène, puis du bore, du cadmium ou même du gadolinium. Encore. Mais comme ces neutrophages produisent des rayons gamma assez énergétiques, il faut ajouter derrière du plomb ou du tungstène. Mais ces matériaux vont produire des rayons X de fluorescence. Donc il faudra sûrement ajouter une couche de cuivre derrière ça. Bref, un beau petit sandwich qui devra entourer votre cuve. Shapiro écoutait en hochant la tête de temps en temps. Il avait prévenu son interlocuteur qu'il l'enregistrerait de manière à ne pas avoir à prendre de notes manuscrites. Il vérifiait périodiquement que le voyant du micro était toujours rouge et que l'enregistrement se faisait bien. « Et si je veux mettre mon détecteur blindé dans un environnement où il y a beaucoup d'acier un peu partout autour ?» demanda Shapiro. Beaucoup d'acier ? Vous pouvez préciser un peu ? Disons un navire. Un navire. Oui, un navire. Un navire. Ok, un navire. Alors, ouais. Ça va juste décupler la quantité de neutrons que vous devrez arrêter avant qu'ils arrivent dans le détecteur. On a appelé ça justement le chip effect. Les muons du rayonnement cosmique produisent des neutrons dans les matériaux lourds à numéro atomique élevé, comme le fer, des réactions de spallation. Bref, plus on a de matière métallique à proximité d'un détecteur, plus on a de neutrons parasites. Et des neutrons qui peuvent avoir des énergies élevées, difficiles à ralentir et donc à absorber. C'est le même problème que rencontreront les astronautes qui devront aller sur Mars un jour ou l'autre, mais pour eux, ça sera encore pire. Ça ne sera pas des muons à l'origine des neutrons, mais carrément des noyaux atomiques ultra-énergétiques. Bon, finalement, quand je parlais de blindage en sandwich tout à l'heure, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, à cause de ça justement. Il vaut mieux éviter le plomb ou le cuivre à proximité de la paroi du détecteur. Le mieux, c'est l'eau borée. Que de l'eau ? Avec du bore ? Ouais, mais une bonne épaisseur. C'est mieux que le polyéthylène, parce que c'est facile. On remplit, on vide. Et c'est pas cher. Surtout sur un navire, non ?
Donc de l'eau autour de la cuve. Et quel genre d'épaisseur? Pour absorber tous les neutrons et les photons gamma secondaires, je dirais 1 ou 2 mètres. 2 mètres d'épaisseur autour de la cuve cylindrique? Oui, de cet ordre-là. Ça devrait être suffisant pour tuer le bruit de fond dans le scintillateur. Mais ça peut être plus. Là-dedans, les muons ne font pas de neutrons. Bon, il y aura toujours des muons qui traverseront la cuve, mais leur trace sera vite reconnue et ils pourront être rejetés dans l'analyse des signaux. Shapiro tenait le design préliminaire de son futur détecteur de sous-marins. Il ne lui restait plus qu'à réunir une équipe performante pour mettre au point un prototype digne de ce nom. Avant de remercier son invité de marque, le conseiller scientifique du chef d'état-major posa une dernière question à Patrick Balder. Vous connaissez Peter Conway de la NGA? Peter Conway, oui, celui qui a fait les cartographies d'émissions de neutrinos. Oui, ouais, vaguement, oui, un vieux de la vieille. Oui, il est à la retraite maintenant, hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait été capable de m'expliquer des détails comme ceux que vous m'avez précisés? Il aurait su comment détecter des antineutrinos de réacteurs si je lui avais demandé? Conway? Bah bien sûr, ouais, sans aucun doute. Conway, c'est un type qui a fait partie de l'équipe des pionniers Cowan et Raines à la fin des années 50 et au début des années 60. Ceux qui ont découvert expérimentalement les antineutrinos à Savannah River. La détection des antineutrinos des réacteurs, c'était leur vie à tous ces gars. Ok, bien merci, docteur Balder, fit Shapiro, souriant. Je crois que j'en sais suffisamment pour le moment. Je vous recontacterai probablement d'ici peu pour prolonger cette première discussion fort intéressante à tout point de vue. Patrick Balder termina l'entretien en présentant au général, pour sa culture, avait-il dit, la plaquette explicative de la future expérience Dune, dans laquelle un détecteur géant utilisant de l'argon liquide devait être implanté dans une ancienne mine du Dakota du Nord, à Sanford, pour détecter les neutrinos créés 1300 km plus loin dans l'Illinois par l'accélérateur de Fermilab. Leur but était de mesurer comment oscillaient les neutrinos et les antineutrinos. Dans la bouche de son responsable scientifique, l'expérience avait l'air d'être quelque chose d'unique au monde, impressionnante et passionnante.